Je ne serai pas seul pour ce webinaire qui est consacré à l'assurance vie luxembourgeoise et à la proposition que nous avons en fonds d'assurance spécialisés. La présentation se déroulera en deux parties. Première partie, je vais laisser honneur aux invités à Vitis vous présenter d'un point de vue un peu plus technique que la semaine dernière, le face et l'intérêt de l'assurance vie luxembourgeoise. Et puis je reviendrai sur notre offre autour de nos stratégies d'investissement, évidemment toujours 100% en ETF. Donc aujourd'hui, on va commencer par Zvimiro qui va nous faire d'abord une charmante présentation de Vitis Life. Et on va commencer par la question, Zvimiro, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui distingue Vitis Life des autres assureurs luxembourgeois? Bonjour à tous. Encore une fois, merci Régis pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer à tes célèbres webinaires. Je commencerai par présenter à ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec l'assurance vie luxembourgeoise. Un petit tableau qui illustre un peu d'histoire sur l'assurance vie luxembourgeoise transfrontalière qui, au fait, a commencé au 1er janvier 92. Et vous voyez qu'en 95, sur le petit tableau en haut à gauche, il y avait 3 milliards d'euros de collecte et il y avait 5 milliards d'encours pour les assurances vie transfrontalières. Donc, c'était vraiment la naissance de l'assurance vie. On voit que 15 ans plus tard, en 2010, on était à une collecte annuelle de 22 milliards et il y avait déjà un petit peu d'encours, 88 milliards. Et puis, l'année dernière, on était à 19 milliards de collecte. Donc, on voit que la collecte elle, se stabilise autour de 20 milliards d'euros par an et un encours de plus de 200 millions d'euros. On voit de l'autre côté, sur le petit histogramme, on voit aussi que le nombre de compagnies, donc on voit dans les années 90-95 une forte augmentation du nombre de compagnies qui passe d'une vingtaine à plus de 40. Et ça culmine en 2000 avec près de 60 compagnies d'assurance et il y a une tendance à la baisse. Pourquoi y a-t-il une tendance à la baisse? C'est parce que nos distributeurs exercent une pression sur les marges. Et puis, comme vous, on a subi une avalanche réglementaire. Et puis, on est tous dans un processus de digitalisation qui coûte très cher. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est un mouvement de concentration. Et vous verrez un peu, quand je vous parlerai de Vitis, il sera important avant de positionner Vitis dans le paysage de l'assurance vie luxembourgeoise, d'avoir un cadre de ce paysage. Donc, c'est un secteur qui existe depuis plus de 30 ans et qui est en période de consolidation avec une collecte assez conséquente d'une vingtaine de milliards par an. Vitis a été créé en 95, mais vous voyez que 95, et vous voyez, en 2015, on a été intégré au groupe Monceau Assurance, un groupe français. Et le groupe Monceau Assurance, lui, il remonte jusqu'à 1821, lors de la création d'une mutuelle du Loir-et-Cher. Le groupe Monceau est un groupement de mutualistes. Donc, une société qui s'inscrit dans un groupe qui est bicentenaire, en fait. Vitis aujourd'hui, c'est 29 ans. On fêtera notre 30e anniversaire l'année prochaine. Ici, vous voyez nos encours, 3 milliards 150. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 milliards 5, 2 millions 3 de résultats nets et surtout un ratio de solvabilité de 258%, ce qui est assez exceptionnel pour le secteur de l'assurance. Ici, vous voyez les 5 principaux acteurs du marché et vous voyez Vitis en bas avec 258, ce qui équivaut à une notation AA de l'EIOPA. Et vous voyez que les deux premiers, qui sont des assureurs 100% unités de compte comme Vitis, ils sont à 140, 150. Et les seuls qui se rapprochent du ratio de solvabilité de Vitis, ce sont des assureurs qui ont du fonds euro. Et ça, c'est la petite barre bleue sur les concurrents 3, 4 et 5. Enfin, les confrères 3, 4 et 5. Donc, ce qu'on retient, c'est que Vitis est un groupe qui est, en termes de solvabilité et de marge de fonds propres, qui est plutôt bien loti. Ça, c'est sur le groupe Monceau. Vous voyez que c'est les mutualistes, donc c'est notre actionnaire, c'est nos clients, nos sociétaires. Il y en a plus de 300 000 et c'est un groupe qui a 1,4 milliard de fonds propres et, comme je vous disais, 200 ans d'histoire.
Ce qui caractérise Vitis, c'est sa proximité. Vous voyez qu'on a une taille, on est encore une société à taille humaine, et ici, vous avez toute l'équipe de direction, avec laquelle, les partenaires peuvent être en contact plus facilement que dans une grande structure ou un grand groupe, et on tient à garder malgré les 3,5 milliards d'encours et la croissance qui nous attend, à garder cette proximité avec nos partenaires. Finalement, ce qui distingue Vitis, pour répondre à la question d'Émilie, c'est que vu notre taille, nous ne pouvons pas travailler malheureusement avec tout le monde. Il faut qu'on soit sélectif, dans le choix de nos partenaires, parce qu'on ne peut pas servir qui trop embrasse mal étreint. Et nous avons, la particularité de créer un cercle de confiance avec nos partenaires, qu'on sélectionne, soigneusement. Les 3 valeurs qui nous tiennent le plus à cœur, c'est l'excellence opérationnelle, et ça, c'est nos partenaires, et je vois qu'il y a beaucoup de CGP et même des banques, dans ce webinaire. Vous avez, à raison, vous exigez de nous qu'on ait de l'excellence opérationnelle, c'est qu'on ait, un service sans faille. Et ensuite, dans l'environnement réglementaire actuel, il faut être rigoureux et offrir de la sécurité aux clients. Et l'autre aspect qui nous caractérise, nous différencie, c'est la pérennité du groupe Monceau, donc un groupe bicentenaire qui est mutualiste. Maintenant, tu pourrais rentrer, plus dans l'aspect luxembourgeois de l'assurance vie et nous présenter quelques cas concrets, quelques études, 2 études de cas qui rendraient l'assurance vie luxembourgeoise pertinente dans le cadre d'une structuration de patrimoine. Ici, sur ce slide, vous avez un résumé très succinct, nouveau en assurance vie luxembourgeoise, parfait. Vous avez un slide très succinct de ce que c'est une assurance vie luxembourgeoise, ce que c'est une assurance vie tout court, c'est le texte en blanc, et le texte en orange, c'est la particularité luxembourgeoise. Une assurance vie, c'est des actifs, c'est du financier, surtout une assurance vie branche, une assurance vie en unité de compte. C'est du contrat, c'est contractuel. Vous avez ce qu'on appelle les conditions générales. Ça reste un contrat d'assurance vie, reste un contrat. Et puis, malheureusement, c'est de la fiscalité aussi. Quoique dans certains pays, les produits d'assurance ne sont pas fiscalisés, mais en France, ils le sont. Donc ça, c'est la décomposition d'un contrat tout court, quel que soit le contrat d'assurance vie, quel que soit le pays. Maintenant, la particularité à Luxembourg, c'est que les actifs sous-jacents, c'est la réglementation luxembourgeoise qui s'applique. Et là, le législateur luxembourgeois a été très intelligent dans la transposition des directives européennes, et on verra plus tard que c'est un des avantages de l'assurance vie luxembourgeoise, ce sont les règles luxembourgeoises qui s'appliquent, quel que soit le pays de résidence du client. Et notamment, on a vu une des particularités, pour prendre des cas d'école ou des exemples, des clients qui ont un appétit pour du private equity ou des actifs à liquidité réduite, qui viennent à Luxembourg, parce que la réglementation luxembourgeoise, la réglementation française et les assureurs français aujourd'hui, ils sont pas équipés pour traiter ce type d'actifs. Régis notamment, les ETF. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ETF, mais quand Régis a commencé, les ETF, c'était pas connu du tout, et il était un des précurseurs en la matière, et donc c'était une des raisons de venir à Luxembourg, parce que la réglementation luxembourgeoise en matière d'actifs sous-jacents a été plus souple et plus, on va dire, plus moderne. Non, l'assurance vie luxembourgeoise n'est pas soumise à Sapin 2. En effet, c'est une réglementation qui est prudentielle, c'est-à-dire c'est une réglementation qui s'applique à la supervision des compagnies d'assurance. Nous, on est une compagnie d'assurance luxembourgeoise, donc on n'est pas soumis à Sapin 2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Sapin 2, c'est un dispositif juridique français qui permet aux compagnies d'assurance françaises de bloquer les rachats des contrats si entrés en difficulté financière. Pour faire simple, si demain vous aviez une compagnie française qui était en difficulté financière parce que ses clients rachètent beaucoup d'argent de leurs contrats, la loi Sapin 2 leur permet de bloquer les rachats et donc de ne pas honorer les demandes de rachat de ses clients. Et ça ne s'applique pas aux assureurs luxembourgeois. On passe à la deuxième caractéristique d'un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation, c'est que c'est un contrat. Un contrat, c'est des droits et des obligations. Et là, on doit, peu importe où se situe l'assureur, on est tenu de respecter le droit du pays où réside le client.
En l'occurrence, en France, vous avez le Code des assurances qui prévoit notamment que les souscripteurs, ils ont un délai de rétractation de 30 jours au cours duquel ils peuvent renoncer au contrat et l'assureur est tenu de rembourser au centime près la prime investie. Ça, c'est du droit contractuel et donc là, c'est le droit du pays de résidence du souscripteur. Et un des avantages du Luxembourg, c'est que Luxembourg est une place internationale et les assureurs luxembourgeois, ils ont l'habitude de travailler avec de nombreux pays. Je vais regarder la question de Claude après. Ils ont l'habitude de travailler avec beaucoup de pays et donc on a des clients qui viennent au Luxembourg parce qu'ils sont mobiles internationalement et ils savent que quand ils vont déménager d'un pays à l'autre, l'assureur luxembourgeois ou certains assureurs luxembourgeois seront en mesure d'adapter les dispositions contractuelles au nouveau pays de résidence dans lequel ils vont s'établir. Donc ça, c'est encore un des avantages de l'assurance vie luxembourgeoise. Alors, je vois que Claude nous pose une question. Sans SAPA, comment Lux faire une compagnie qui subirait des retraits massifs? Est-ce qu'il y a des fonds euros dans les contrats d'assurance vie? Donc, là, je vois que Claude est un expert. C'est une question très technique, donc j'espère que, mais très intéressante. J'espère que je ne vais pas perdre trop d'audience, mais la question, c'est la suivante. Effectivement, au Luxembourg, ça peut être problématique pour les compagnies d'assurance qui ont du fonds euro, effectivement. Si vous avez des compagnies d'assurance luxembourgeoises qui ont du fonds euro, et bien souvent, les fonds euros des compagnies luxembourgeoises sont réassurés auprès de leur maison mère en France. Si effectivement il y avait de retraits massifs, il pourrait y avoir des problèmes. Problème que vous n'aurez pas auprès d'une compagnie comme Vitis Life, parce que nous, on est un assureur 100% en unité de compte. Et donc, notre actif est toujours égal au passif. Et donc, il peut y avoir autant de retraits. Nous, on ne fait que porter les actifs de nos clients. Et en face de chaque engagement, nous avons les mêmes actifs qui sont déposés auprès d'une banque. Donc, pour résumer, Luxembourg, les avantages, cas de figure. Les avantages, les actifs, la réglementation sur les actifs sous-jacents, sur ce qu'on peut investir dans un contrat, où la réglementation luxembourgeoise est très moderne, est toujours à la pointe de la modernité. L'aspect contractuel où les assureurs luxembourgeois peuvent adapter les aspects contractuels pour les clients qui sont amenés à déménager d'un pays à l'autre. Le troisième avantage, c'est la fiscalité. Donc la fiscalité, elle n'est pas rattachée vraiment au contrat, elle est rattachée aux contribuables. C'est-à-dire si vous êtes résident fiscal français, vous subissez, ou je dirais, vous avez le privilège d'être soumis à la fiscalité française. Si demain vous déménagez en Italie pour des raisons climatiques, vous allez alors être soumis à la fiscalité italienne. Donc la fiscalité suit le pays de résidence du client. L'avantage de l'assurance vie luxembourgeoise, elle est double. D'abord, ici, comme écrit sur ce slide, c'est qu'il y a une neutralité fiscale du Luxembourg. C'est-à-dire que le Luxembourg ne prélève pas de fiscalité additionnelle sur les contrats. Alors vous me dites, c'est normal. C'est normal, mais ce n'est pas partout le cas. Par exemple, si vous avez un contrat auprès d'un assureur français et que vous déménagez en Belgique, même si vous n'êtes plus soumis à la fiscalité française, l'État français va vous prélever une retenue à la source sur tous les rachats. Chose que le Luxembourg ne fait pas. Le Luxembourg, il estime que vous êtes fiscalisé dans votre pays de résidence et donc c'est la fiscalité exclusive du pays de résidence. Le Luxembourg va être neutre en matière de fiscalité. Après, vous avez d'autres avantages qui peuvent être, par exemple, comme la qualité de service. C'est vrai que le Luxembourg a toujours eu une culture du sur-mesure. C'est vrai aussi que les tickets d'entrée, enfin le seuil à partir duquel un contrat est accessible au Luxembourg est un peu plus élevé qu'ailleurs. Et donc, il y a eu une culture du service, du sur-mesure. Ça, c'est aussi un des avantages. Une des choses qui est recherchée, surtout en ce moment avec l'insécurité politique en France, enfin, insécurité, enfin avec c'est peut-être pas le bon terme, mais je pense que vous comprendrez ce à quoi je fais allusion. Ce qui nous est aussi demandé, c'est la sécurité du contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Pour résumer de façon assez synthétique, mais néanmoins très explicite, c'est qu'au Luxembourg, les actifs de nos clients, pour chaque client, on va créer un compte ségrégué auprès d'une banque dépositaire externe.
Contrairement aux assureurs d'autres pays où les actifs des clients sont mélangés sur un seul compte auprès de l'assureur. Et si jamais il y a des problèmes financiers auprès de l'assureur ou auprès de la banque, il faut passer par des processus de liquidation qui sont longs et complexes parce que vous avez un pot commun où il y a tout l'argent de tous les clients. Et c'est ce qu'on appelle la ségrégation des actifs qui existe au Luxembourg sur les fonds internes, que ce soit le FAS, dont on parlera tout à l'heure, le FID ou le FIC. Il y a mutualisation sur les fonds externes, ce que vous appelez les UC libres en France, et le FIC est une forme de mutualisation puisqu'il y a un compte pour tout le fonds interne collectif. Mais sinon, il y a cette ségrégation des actifs qui permet de bien identifier les actifs de chaque client. Et s'il devait y avoir des problèmes avec un assureur ou une banque dépositaire, il y a un mécanisme juridique sur lequel je ne vais pas rentrer en détail qui fait que la redistribution des actifs aux clients est immédiate et il n'y a pas de perte financière due à un processus de liquidation long et douloureux. Sur les règles d'investissement, juste pour préciser la logique des règles d'investissement, en France, si vous voulez investir dans un actif, il faut que l'assureur l'ait référencé. C'est-à-dire vous êtes à la merci de l'assureur. Il faut demander à l'assureur, par exemple, pour un produit structuré ou un ETF ou un fonds de private equity, il faut que vous ayez demandé d'abord l'accord de l'assureur qui va le mettre sur la liste des UC, des unités de compte. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les souscripteurs auront accès. Le système luxembourgeois est totalement différent. C'est-à-dire qu'on va classer les souscripteurs par niveau de protection. La logique étant que plus la fortune en valeur mobilière du client est importante, moins on a besoin de le protéger. Et donc, pour les clients de type C ou de type D que vous voyez à l'écran, ils sont très libres d'investir dans ce qu'ils veulent. Nous, on couvre la France, qui est un de nos plus gros marchés, où on offre des contrats d'assurance vie et des capitalisations. On couvre également le Luxembourg, la Belgique, l'Italie, le Portugal et Monaco, et la Nouvelle-Calédonie. C'est une petite niche, mais toujours intéressante. Et on couvre également les US personnes. Ça, c'est dans l'espace économique européen. Et hors de l'espace économique européen, on a des solutions pour les expatriés, pour autant qu'ils soient des nationalités des marchés qu'on couvre, c'est-à-dire nationalités françaises, belges, luxembourgeoises, italiennes ou monégasques. Miro, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne un FAS? Quels sont les fondements, notamment juridiques, du FAS? Très bien. Donc, dans le contrat luxembourgeois, ici sur ce slide, vous avez les 4 UC unités de compte d'un contrat luxembourgeois. Donc, vous avez le fonds interne dédié, le fonds d'assurance spécialisé. Ça, c'est des actifs qui sont cantonnés et ségrégés, c'est ce dont je vous parlais. Vous avez le fonds interne collectif qui est un fonds interne dédié, mais qui est collectif à un nombre restreint de souscripteurs. Et les fonds externes, c'est ce que vous connaissez en France sous les unités de compte. Donc, le FAS, pour résumer, est une unité de compte du contrat luxembourgeois, que ce soit le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation. Alors, comment fonctionne le FAS? La définition réglementaire du FAS, c'est très simple. Le FAS est un fonds interne comme un FID qui ne comporte pas de garantie de rendement et qui est le support à un seul contrat. C'est-à-dire, si vous avez un FAS dans votre contrat, ce sera le FAS de votre contrat et vous ne pouvez pas le mutualiser avec d'autres contrats. Et puis, il n'y a pas de garantie, ça veut dire quoi? C'est une unité de compte au sens français du terme. C'est pas du fonds en euros, c'est une UC. Et la loi précise également que chaque actif du FAS, il est choisi par le souscripteur. Certains clients, ils aiment bien la flexibilité du FAS, de la ségrégation des actifs, mais ils n'ont pas forcément de compétences financières ou ils n'ont pas forcément envie de s'embêter sur toute la partie administrative du passage d'ordre. C'est pourquoi les assureurs ont mis en place, en tout cas chez Vitis, c'est ce qu'on a fait, on a mis en place la possibilité de mettre que le client, il ait un mandataire financier. Alors, c'est-à-dire qu'il ait un conseiller financier ou un mandataire RTO. Conseiller financier, c'est quelqu'un qui va le conseiller. C'est toujours le client qui va prendre la décision finale. On n'achètera pas ou on ne vendra pas d'actifs tant que le client n'a pas donné son accord. Il peut avoir un conseiller. Et le mandataire RTO, ça peut être la même personne. C'est celui qu'une fois que le client a pris sa décision d'investissement ou de désinvestissement, va s'occuper des formalités administratives, passer l'ordre auprès de la banque dépositaire. Je vais me faire le plaisir de vous poser une question qui restera dans la même thématique finalement que pour enchaîner là ici avec Juniro sur le FAS.
En quoi, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi le FAS vous aide à réaliser vos stratégies d'investissement chez, ET Finance? Si vous permettez, Émilie, je veux juste rappeler notre métier parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui ne nous connaissent pas forcément et donc je voudrais rappeler qui on est. Donc, bon, moi, j'ai fait toute ma carrière en société de gestion et puis il y a une petite quinzaine d'années, j'ai créé un cabinet financier spécialisé dans l'allocation d'actifs à base d'ETF. Je faisais déjà de la gestion de portefeuille avant, j'étais déjà spécialiste ETF. Je fais de la gestion depuis 30 ans et en gros spécialiste ETF depuis 15 ans. Et quand j'ai monté une offre, j'ai cherché à ce qu'elle soit. J'avais aucune contrainte en fait pour construire mon offre, puisque j'étais totalement indépendant. Et j'ai compris qu'il y avait que le Luxembourg répondait, cochait toutes les cases. Parce qu'en fait, et là, je veux bien ouvrir 2 minutes de débat avec vous et avec Zulmiro. Le FAS, effectivement, nécessite l'accord du client. Mais quelque part, et moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est faites-nous confiance, vous allez me donner votre accord, je vais vous expliquer ce que je fais. La grande majorité de mes clients, pas la totalité, mais la majorité de mes clients sont des personnes qui sont dans une mentalité de délégation de gestion. Et finalement, je pourrais monter un feed pour eux, faire appel à une société de gestion, mais j'en ai pas besoin parce que pour moi, c'est une source de coût, pour moi et pour le client évidemment, une source de coût supplémentaire, inutile. Puisque dès lors, je pense que dès lors qu'un professionnel, un courtier, un conseiller financier a la capacité à faire de l'allocation d'actifs, alors il n'est pas utile qu'il fasse appel à une société de gestion. Moi, j'ai un discours qui est moins lisse. Donc moi, j'ai tranché. Donc je fais pas de feed, je fais que du fonds d'assurance spécialisé. Alors soit en faisant de la gestion libre, en disant au client, ok, vous allez acheter les ETF que vous voulez, soit en s'appuyant sur nos modèles, sur nos stratégies. On a une vingtaine de stratégies d'investissement. Et le FAS nous permet, un des avantages par exemple par rapport aux fonds externes ou par rapport à l'assurance vie française, c'est d'acheter à cours connu. C'est-à-dire que l'ordre que nous passons pour le compte du client, avec l'accord du client, on est en connexion directe avec la banque dépositaire. L'ordre ne transite pas par l'assureur, parce que de toute façon, quand vous passez un ordre, même sur un ETF, un assureur, c'est pas lui qui va l'exécuter sur le marché. Il fait appel quand même à un broker pour exécuter l'ordre. Tandis que nous avons directement accès, soit par la banque dépositaire, soit par le broker, au marché. Donc, on sait très bien à quel cours on va exécuter nos ETF. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est qu'on va souvent travailler, et ça, un particulier, un investisseur privé ne peut pas le faire, à du hors marché qui nous permet d'acheter les ETF dans de meilleures conditions que sur Euronext quand vous achetez dans le carnet d'ordre. L'avantage du FAS également, c'est de pouvoir travailler sur toutes les devises. Si on veut acheter des ETF cotés en francs suisses, en dollars ou en GBP, on peut le faire. Et de négocier sur toutes les bourses. Alors, négocier sur toutes les bourses, on se dit, bon, quel est l'intérêt en fait il y a un intérêt, effectivement. C'est d'abord de pouvoir acheter des ETF qui sont cotés aux États-Unis. Les ETF cotés aux États-Unis, ça permet, d'avoir un marché qui est encore plus liquide, un marché qui est ouvert jusqu'à 22 heures. Alors, je ne travaille pas tous les jours jusqu'à 22 heures. Néanmoins, si on avait besoin de réagir en temps réel à une annonce, à un événement, on est en capacité de le faire. C'est une capacité qu'on n'utilise pas souvent parce qu'on n'est pas des traders, on ne prend pas des positions pour 48 heures. Mais même quand on prend des positions à 6 mois, à 1 an ou à 5 ans, avoir la finesse de pouvoir investir au moment où on le décide, c'est formidable. L'autre intérêt pour nous d'intervenir sur un marché comme le marché américain, c'est que les ETF sont moins chers aux États-Unis. Le marché étant plus liquide, il a moins de contraintes qu'en Europe. Je vous rappelle qu'en Europe, la réglementation MiFID a imposé aux bourses de se découper et de créer de la concurrence entre les bourses. Ils pensaient créer de la concurrence. En réalité, ils ont créé de la fragmentation de la liquidité, ce qui est plutôt pénalisant pour les investisseurs. Aux États-Unis, il y a une seule bourse. Donc, ça coûte moins cher à un émetteur de faire coter un ETF sur une bourse
que de le faire coter à Milan, à Paris, à Francfort, à Londres. Donc les ETF sont moins chers aux États-Unis et comme beaucoup d'investisseurs qui viennent sur les ETF sont extrêmement soucieux, à raison, des frais, eh ben, c'est une économie qu'on permet de faire. En termes d'économie, j'ai encore un point à mentionner, c'est que comme dans notre organisation on est en connexion directe avec des brokers, on a eu une tarification assez, pour ne pas dire très attractive, qu'en général un conseiller financier n'a pas. On passe des ordres pour 3 points de base au niveau du broker, alors qu'en général c'est plutôt 15 points de base. Bon, voilà. Tout ça, c'est des petites économies qui accumulées font la différence et qui ne sont pas mesurées par les simples frais de gestion du contrat, frais de gestion de la délégation, etc. etc. Je reviens en arrière. Vous m'avez fait plonger directement dans le slide numéro 18, page 20. Je reviens juste sur les ETF. Les ETF, le succès des ETF, vous avez ici l'évolution des flux, le cumul des flux sur les mutual funds en bleu, sur les ETF en rose. Vous voyez que c'est un jeu de vase communicant et que les gérants de mutual funds et d'OPCVM en France et en Europe ont du souci à se faire. Alors là, je m'adresse plutôt aux professionnels parce qu'effectivement, les stratégies qu'on met en œuvre dans les FAS, on le fait directement avec des particuliers, mais on le fait aussi pour des professionnels, pour les clients des professionnels, qui soient banques privées ou courtiers ou family office. Et je le dis, ceux qui me suivent, j'ai l'impression que je radote, mais je le redis, si vous, professionnels, vous n'avez pas une offre en ETF, votre business est en danger. Je vous le dis de manière extrêmement amicale. Si vous voulez travailler avec d'autres que moi, faites-le. Si vous voulez travailler seul, faites-le, mais ayez une offre en ETF. Qui achète des ETF? J'ai repris l'étude de l'AMF qui est sortie il y a moins d'un mois pour voir le nombre d'investisseurs actifs sur les ETF. On voit crescendo. Hop, pardon, je sais pas le stylet. Toc. Voilà. Chaque trimestre, vous voyez le nombre d'investisseurs intéressés par les ETF croître de manière extrêmement rapide. Et si on regarde en détail, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a en vert, vous avez les nouveaux investisseurs et en bleu, les investisseurs qui avaient déjà investi le trimestre précédent. Eh ben, il y a de plus en plus de nouveaux investisseurs et ceux qui utilisaient les ETF le trimestre précédent l'utilisent de plus en plus. Donc, ça veut dire qu'ils sont contents de l'utilisation. C'est des clients contents, c'est des clients qu'on aime bien. Et quel est le profil d'âge? Alors, en France, on a un phénomène un peu particulier. C'est vraiment l'âge va baisser. Bon, je vous fais une grande annonce. C'est un moment, ça s'arrêtera de baisser. Mais pour l'instant, les investisseurs sont de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qu'ils font ces investisseurs de plus en plus jeunes? En Europe, c'est un peu moins vrai. Ils sont un peu plus âgés, mais bon. Ces investisseurs-là, en gros, ils font un ETF ou deux. Ils font du MSCI World et du S&P 500. Je pense que vous avez un rôle important pour leur expliquer que le S&P 500 ne surperformera pas les marchés mondiaux ad vitam aeternam, que certains excès, certaines valorisations finiront par se dégonfler et qu'il y a un terme qu'il ne faut jamais oublier, ça s'appelle valorisation, excusez-moi, lapsus intéressant, j'en parlerai à mon psy, c'est diversification, évidemment. Donc, les clients, de toute façon, qui veulent faire juste du MSCI World, vous pouvez toujours les accompagner parce que vous avez quand même un rôle patrimonial essentiel. Mais si c'est pour faire juste un ETF MSCI World, à la limite, ils n'ont pas besoin de vous. En tant que courtier, en tant que conseiller financier patrimonial habituel, vous êtes des généralistes, vous devez avoir une valeur ajoutée au niveau de la structuration et une valeur ajoutée au niveau de la gestion. Et nous, c'est ce qu'on vous propose. Avec, c'est le cœur de notre offre, des stratégies. On a une vingtaine de stratégies qu'on met en œuvre au sein de fonds d'assurance spécialisés. Je vous ai mis un exemple ici. Bon, évidemment, je vous ai mis la meilleure perf de cette année. Ça, c'est les performances 2024. La meilleure, on est à 52% sur la base d'hier. C'est une stratégie qui n'utilise que des ETF à levier. On a une stratégie qui s'appelle Contrariant, qui a une approche de se dire quelles sont les thématiques qui n'ont pas le vent en poupe, mais qui devraient mieux marcher. Bon, il y a un an, on a acheté beaucoup d'or, donc ça a bien marché cette année. Bon, ainsi de suite. Je ne vais pas toutes vous les commenter, mais d'une manière générale, nos stratégies d'investissement,
Donc, ce sont des portefeuilles modèles. D'ailleurs, je partagerai mon écran. Je vais vous montrer des outils qu'on utilise pour gérer nos portefeuilles modèles parce que ça paraît un peu fumeux, portefeuille modèle. Ça fait un peu calcul sur un coin de table ou aller pour les plus évolués sur un tableur Excel. Pas du tout. On a un outil qui s'appelle ETF Reporting et qui fait des choses assez merveilleuses. Je vous montre ça juste après ce slide. Dans ce slide, je voulais vous dire que les stratégies ETF Finance, ça peut être des stratégies semi-passives. Donc, c'est, on va dire, essentiellement du buy and hold avec du rebalancement, ou des stratégies actives où on va soit gérer de manière discrétionnaire, soit gérer de manière quantitative sur la base de modèles que nous avons élaborés, que nous avons mis au point. Si vous avez besoin un jour d'être intéressé, on peut ouvrir la boîte et vous expliquer comment ça fonctionne. Je partage juste mon écran. Alors ça, c'est juste une copie d'écran, mais je vais partager mon écran pour vous montrer le genre d'outils qu'on utilise et dont nos clients sont friands parce que ça apporte de la transparence. Là encore, pour compléter ma réponse à la question d'Émilie, la force du FAS par rapport au feed, c'est de dire les clients ont besoin de transparence. Et les clients qui achètent de l'ETF, qui veulent de l'ETF, ont encore plus besoin de transparence que les autres. Et sur un FAS, on a besoin de la validation des opérations par les clients. Ça se fait de manière extrêmement fluide avec nous. Le client sait exactement ce qu'on a acheté. Dans un feed, le client ne reçoit pas d'avis d'opérer, donc il ne sait pas du tout ce qui est acheté. Alors, ça peut convenir à une certaine typologie de clients. Nos clients, parce qu'habituellement, on a les clients qui nous ressemblent, sont attachés à la transparence. Alors, si j'arrive 2 secondes à partager mon écran, je vous montre un petit outil que je trouve assez sympathique. Voilà. Normalement, vous avez sur une de nos stratégies, la stratégie s'appelle AVGOTS. AVGOTS, c'est la réunion de 4 secteurs, le G de Gold, le O de Oil, le T de technologie, le S des valeurs solaires, élargi en fait aux valeurs d'énergie verte. Et donc, vous avez la photographie au 11 septembre, vous voyez en haut à droite, de la structure du portefeuille. Bon, jusque-là, rien d'impressionnant. Mais si je clique sur le 6 mois, vous allez voir l'évolution de la date et l'évolution du portefeuille en live. Voilà, donc 13 juin, etc. Vous avez tout le mois de juin. Et vous voyez la déformation du portefeuille, alors soit par des effets de marché, soit par des arbitrages. Vous voyez le KraneShare CSI China Internet qui est à 3%, qui va monter progressivement, qui a disparu, mais qui va remonter, etc. Et ça, quand vous montrez ça à un client, ça lui parle. Il a besoin de comprendre exactement ce qui est fait dans la gestion. Alors, ces stratégies, alors je vais avancer un petit peu plus rapidement. Ces stratégies sont basées sur des indicateurs macroéconomiques. On travaille avec des sociétés de recherche macro qui ne font que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas des sociétés qui font des produits et qui vous vendent la recherche pour vous aider à vendre le produit, pas du tout. Donc, et s'ils sont mauvais en recherche macro, on se désabonne et on va voir ailleurs. L'avantage, comme donc je vous l'ai dit, je fais ce métier-là, comme certains d'entre vous, je crois, depuis 30 ans, j'ai un petit peu, en 30 ans, j'ai eu le temps de sélectionner ceux avec lesquels j'avais envie de travailler. Alors, je vous ai dit, il y a une manière d'accéder à ces stratégies, sont les FAS. Il y a 2 autres manières d'accéder. C'est on peut monter des certificats pour vous. Et comme le disait Zulmiro d'Acosta tout à l'heure, les certificats seront éligibles aux FAS chez Vitis. Et on va les gérer. Alors, ils vont être montés. Nous, on n'est pas banque, donc on ne peut pas monter un certificat, mais on s'appuie souvent sur Kepler-Chevreux, mais ça peut être d'autres personnes, pour créer un certificat que vous pourrez distribuer au sein des FAS et ailleurs, éventuellement, même en compte titre si vous le souhaitiez. Aujourd'hui, donc je vous dis, on a une vingtaine de stratégies. On a une stratégie qui est représentée par un certificat qui existe. Donc, dès demain, je vous donne le code ISIN. Je vous donne le code ISIN et vous pouvez l'acheter. Cette année, c'est une stratégie qui est pas très risquée. En fait, pour moi, c'est un peu le rêve d'un investisseur privé. C'est de dire, je veux du flexible, je veux pas être investi tout le temps en action. Je veux de la visibilité sur la gestion. Donc, c'est une gestion quantitative avec des indicateurs qui sont là, la courbe des taux,
le Philly Fed, c'est l'indice de la Fed de Philadelphie, marché de l'emploi. Bon, on est très transparent sur le modèle et on va arbitrer entre deux poches. Une poche avec 5 ETF actions, une poche avec 5 ETF obligataires, donc une poche risk-on, une poche risk-off, et en fonction de ces indicateurs, on fait varier la pondération des deux poches. L'idée de l'équilibre entre ces deux poches, c'est de dire, je ne vais pas faire 100% de la hausse des marchés actions, c'est sûr. En revanche, quand il y a des longues phases de baisse, comme en 2000, comme en 2008, je veux les éviter, je veux vraiment les amortir. Et donc, le modèle a été construit comme ça. Donc, première manière de travailler avec nous, je laisse le phase de côté, je la mets en 3. Première manière, le certificat. Deuxième manière, c'est un abonnement. Vous abonnez à ETF Finance. Comme ça, vous accédez à l'inventaire des stratégies. Évidemment, on ne va pas donner l'inventaire de nos stratégies parce que c'est l'essentiel de notre travail et que, je rappelle, on ne vend pas un produit. On fait payer, l'accès aux stratégies et vous recevez les mouvements. Dès qu'on fait un mouvement sur une stratégie qu'on décline après dans les faces. Donc, en fait, on gère deux choses. On gère d'un côté le monde virtuel des stratégies, ce qui nous permet d'avoir du track record à montrer à vos clients, à vous montrer. Et puis, on gère de manière tout à fait parallèle les faces en live. Mais vous recevez, si vous êtes abonné à ETF Finance, si vous voulez gérer vous-même, si vous voulez challenger votre point de vue sur la gestion, vous vous abonnez à ETF Finance et vous recevez à chaque jour, on fait les opérations. Donc, après ce petit détour, donc ça, j'en avais parlé. Ça, c'est ce que permet d'une manière générale de faire l'assurance vie luxembourgeoise. Mais ça, vous le savez, FastFit, c'est ce que Zulmiro a dit. Nous, la façon dont on travaille avec nos clients, ce qu'on leur recommande de faire, c'est de mettre en place plusieurs faces, c'est-à-dire qu'on va monter des stratégies qui sont, on va dire, décorrélées, qui apportent de la diversification, soit par leur positionnement, soit par leur niveau de risque, soit par leur style de gestion, est-ce que c'est du quantitatif ou du discrétionnaire. Et puis à côté de ça, vous pouvez continuer à faire des feeds ou d'autres faces avec d'autres partenaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir vous voir en tant que courtier pour vous permettre de monter son contrat d'assurance vie. D'accord? Au moment où vous allez monter avec votre client le contrat d'assurance vie, vous allez nous désigner comme conseiller, non pas du contrat, mais conseiller du FAS. Et quelque part, votre métier, que je trouve passionnant, c'est d'être un sélectionneur d'allocataires. Donc, vous nous désignez en tant que conseiller d'un ou de plusieurs FAS. Et à partir de là, si on va être effectivement dans le cadre d'une gestion conseillée, on va envoyer des propositions d'investissement à vos clients qui, par un simple SMS, va nous valider les opérations. L'économie de cette organisation-là, elle n'est pas c'est pas très original, mais revenons sur le détail des frais. Vous avez les frais du contrat, ça c'est vous qui le décidez en tant que courtier, et votre rémunération, elle est là, avec la part assureur en général entre 0,20 et 0,50 et la part que vous décidez. Si vous vendez, si vous avez un contrat à 0,40 pour l'assureur et que vous le vendez à 1,20, bon, ça fait 0,80 pour vous. Les frais de gestion du conseil, et tout ça est paramétré dans le contrat. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de flux financier entre vous et moi. On est tous les deux payés par l'assureur. Donc en général, nos prix, c'est entre 0,20 et 1%, donc ça laisse une marge assez large qui dépend de la complexité de l'allocation. Évidemment, travailler sur 4 classes d'actifs, ça coûte plus cher que de travailler sur une seule classe d'actifs. Faire de la gestion quantitative, ça coûte moins cher que de faire la gestion discrétionnaire. Et faire du buy and hold, ça coûte vraiment moins cher. Il faut juste l'intelligence des rebalancements et surtout l'intelligence de l'organisation et le choix des ETF dès le départ, parce que le choix des ETF, j'en parle pas ici, mais c'est un vrai métier. Les commissions de transaction, alors soit on passe par la banque dépositaire et c'est 0,15, soit on passe directement chez le broker et c'est, comme je disais, 3 points de base plus 50 €. C'est pas l'un plus l'autre, c'est l'un ou l'autre. Et ça, c'est nous qui décidons en fonction de la taille de l'ordre, bien évidemment. Les droits de garde entre 0,05 et 0,07,
Ça, c'est négocié entre la compagnie d'assurance et la banque dépositaire. Et les frais sous-jacents, et je disais, les frais moyens en Europe d'un ETF, c'est 0,20. Alors évidemment, c'est une moyenne hétérogène. Si vous achetez un ETF indexé au marché indien, ça va être plus cher qu'un ETF indexé sur le S&P 500 par exemple. Mais le frais moyen aux États-Unis, c'est plutôt 0,15. Alors, c'est 5 points de base. Alors c'est vrai que ça oblige à faire du change. Attention, parce que tous les ETF cotés aux États-Unis sont cotés en dollars, hein, ils ne sont pas cotés en euros. Voilà. J'essaie de laisser du temps, de ne pas être trop long et de laisser du temps aux questions-réponses. En conclusion, la solution qu'on propose, d'abord, moi j'entends certains d'entre vous, certains courtiers, certains conseillers financiers me dire oui, mais moi je fais des feeds, et puis je dis à la société de gestion de mettre quand même un peu d'ETF, ou la société de gestion vous dit ah oui, vous aimez les ETF, votre client aime les ETF, on va en mettre quelques-uns. Je pense qu'il est raisonnable d'avoir affaire à un spécialiste. C'est un vrai métier de sélectionner les ETF. C'est pas juste acheter 2 ETF, je vous dis S&P 500 MSCI World. Ça, le client peut le faire seul et il ne se gêne pas pour le faire. Et puis avec une société de gestion, il me semble, bon, après chacun a sa relation, qu'il y a toujours le risque que la société de gestion alimente l'asset manager qui est dans le bureau d'à côté et qui mette des fonds maison. Cette organisation, ça allie la transparence de la gestion collective à la personnalisation de la gestion privée. Ça, c'est vraiment extrêmement fort comme argument, et je veux expliquer ce que ça veut dire. En fait, il y a un avantage majeur dans l'achat d'OPCVM, dans la gestion collective, c'est que vous connaissez l'historique de performance. C'est audité, c'est publié, vous pouvez choisir les meilleurs, même si souvent vous croyez que c'est le gérant qui fait la perf, alors que ce n'est pas vrai, mais j'en ai parlé la dernière fois, donc je ne vais pas recommencer. Et bien là, avec nos stratégies, avec nos portefeuilles modèles, les performances sont publiées tous les jours. Tous les jours sur notre site, vous avez les performances. On a des reportings, on peut les partager bien évidemment. Donc vous pouvez analyser les performances historiques pour dire, ah tiens, dans cette phase de marché, ça a moins baissé que le marché, et là, ça a repris mieux, etc. Vous faites les analyses que vous voulez, mais en tout cas, vous aurez toute la data nécessaire pour mener à bien. Et ça, dans la gestion privée, ça n'existe pas. Enfin, ou alors, expliquez-moi où vous l'avez trouvé, je ne la connais pas. Mais, problème de la gestion collective, c'est que le gérant de PCVM, en général, il n'a pas les intérêts alignés avec vos clients, ça aussi, ça me tient à cœur. Lui, son intérêt, évidemment, comme nous tous, c'est de gagner de l'argent, mais lui, pour cela, il attend la fin de l'année, et puis il a un bonus au mois de janvier ou au mois de février. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est la performance à la fin de l'année. Votre client, je ne peux pas dire qu'il s'en moque, mais lui, sa vision, elle est quand même un petit peu plus longue. Pardonnez-moi l'euphémisme. Donc, et il n'a pas à gérer, votre client, il se moque complètement qu'il ait des souscriptions et des rachats dans le fond, et qu'il coûte de l'argent aux porteurs. Donc, en faisant de l'ETF, vous réalignez l'intérêt de vos clients avec ceux de vos partenaires. Et donc, avec la gestion ETF, on peut adapter la gestion, avoir une vraie vision de long terme. Ce n'est pas que des mots. Je sais que parmi vous, il y a certains de mes clients qui savent très bien qu'on a pris des positions, un certain nombre de choses. J'ai parlé de l'or tout à l'heure, on a fait un tas de webinaires sur le sujet. De l'or, on en a depuis 2 ans. Ça ne marche pas depuis 2 ans, ça marche depuis 1 an. Donc, il a fallu patienter et on a eu une vision de long terme. L'alignement des intérêts des clients et ceux des partenaires, je viens de le dire, c'est important. Voilà, je referme mon intervention. Je vous dis à très bientôt à tous. Merci infiniment, Émilie. Merci grandement, Zulmiro, de co-animer ce webinaire. Ciao, ciao. À bientôt. Merci à tous.